Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les groupes quotients. Et la problématique, c'est celle qu'on a sous les yeux. Je me donne un groupe, je me donne une relation d'équivalence sur ce groupe, que je considère seulement en tant qu'ensemble, et je me demande si l'ensemble quotient est muni d'une structure de groupe. Alors, les petits prérequis pour cette vidéo, il y en a deux. Le premier consiste à connaître un peu la théorie des groupes, et je peux t'indiquer une vidéo juste au-dessus, où je fais une introduction à cette théorie. Et le deuxième prérequis consiste à connaître aussi un peu ce qu'est un ensemble quotient. Et je vais quand même rappeler un tout petit peu de ce dont il s'agit. À partir de là, on va pouvoir se lancer dans l'étude de cette problématique. Et de manière assez originale, je te propose de commencer par un exemple qui ne fonctionne pas du tout. Je vais te montrer quelque chose qu'on pourrait qualifier de grand n'importe quoi, mais on va se prendre un mur suffisamment solide de manière à pouvoir rebondir et nous rediriger ensuite vers quelque chose qui marche pour comprendre beaucoup mieux d'où les choses sortent, tout simplement. Je vais écrire 2-3 petites choses. Alors, tu te demandes peut-être ici ce que je suis en train de faire. Et je fais quelque chose de très simple. Je considère le groupe des entiers relatifs munis de l'addition, et j'ai considéré une partition de Z en 3 ensembles. Il y a cet ensemble de 6 nombres, le singleton 2025, et puis l'ensemble des entiers relatifs qui ne sont ni 5, 8, 12, 14, 16, 28 ou 2025. Ce que j'essaye de faire ici, c'est de produire des tranches complètement arbitraires. Dans la vidéo sur les ensembles quotients, j'avais fait de belles tranches régulières, j'en avais fait 7 parce que ça correspondait à des différences séparées d'un multiple de 7, mais là je fais n'importe quoi, c'est une improvisation totale, et je produis des tranches. Ces tranches, c'était les classes d'équivalence pour une relation d'équivalence. Ici, on peut me demander, mais de quelle relation d'équivalence parles-tu ? Il s'avère que dès lors qu'on munit Z d'une partition en sous-ensemble, je peux construire naturellement une relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont justement A1, A2 et A3. Tu peux prendre le temps d'y réfléchir quelques instants, et je vais écrire la relation d'équivalence correspondante. Et me voilà de retour. Ce que je dis, c'est que deux nombres entiers relatifs sont équivalents si et seulement si ils appartiennent à un même élément de la partition de Z que j'ai fournie ici, en les ensembles A1, A2 et A3. Quand on a une relation d'équivalence, les classes d'équivalence partitionnent l'ensemble d'origine, mais si je dispose d'une partition de l'ensemble d'origine, la relation d'équivalence naturellement associée, c'est celle qui consiste à dire j'appartiens au même élément de la partition. Maintenant, la question qu'on se posait au tout début, c'est l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des ensembles A1, A2 et A3, est-il muni d'une structure de groupe ? Là encore, je t'invite à prendre le temps de réfléchir à la structure de groupe qu'on pourrait mettre sur A1, A2 et A3, et je vais donner ensuite 2 réponses. Ou plutôt, ce sont mes élèves qui vont donner 2 réponses différentes. Réponse de Perceval. Non. Par exemple, l'ensemble A1 plus A2 n'est aucun des ensembles AI. Plus ne serait donc pas une loi de composition interne. Essayons de comprendre l'objection de Perceval. Perceval nous dit « Je pourrais faire la somme de l'ensemble A1 et de l'ensemble A2. » Comment je définis la somme de deux ensembles ? Je définis la somme de A1 et A2 comme tout entier relatif que je peux obtenir comme la somme d'un élément de A1 et d'un élément de A2. Ici, si je fais ça, si je calcule A1 plus A2, je vais avoir l'ensemble constitué de 2025 plus 5, c'est-à-dire 2030, 2025 plus 8, c'est-à-dire 2033, etc., etc. Il va y avoir 6 éléments en tout. Mais le problème qu'observe Perceval, c'est que ce nouvel ensemble ici n'est ni A1, ni A2, ni A3. Et donc, si on voulait munir l'ensemble A1, A2 et A3 d'une structure de groupe, encore faudrait-il que la loi dont on se munit pour composer les éléments entre eux soit une loi de composition interne. C'est-à-dire que la somme de deux éléments de l'ensemble reste un élément de l'ensemble. Perceval nous dit,
Cela, ce n'est pas un élément de l'ensemble A1, A2, A3. Donc je n'ai pas une structure de groupe, mais c'est même pas à cause de l'absence de neutre ou le défaut d'associativité. C'est que la loi plus n'est même pas une loi de composition interne. Perceval conclut donc que l'ensemble A1, A2, A3 n'est pas muni d'une structure de groupe. Mais c'est incorrect, cela. Je te laisse encore quelques instants pour te dire qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase de Perceval. C'est dans sa conclusion que ça se joue. Intervention d'Agathe. Cela ne démontre absolument pas qu'il est impossible de munir l'ensemble quotient d'une structure de groupe. Et c'est ici qu'il faut être précis. Ce que dit Perceval, c'est que, en considérant l'addition sur l'ensemble des entiers relatifs, on dispose d'une manière naturelle d'additionner des ensembles entre eux. On prend l'ensemble de tous les nombres qu'on peut obtenir comme la somme d'un élément de A1 et d'un élément de A2, pour faire la somme de A1 et A2. Mais cela, c'est une manière de mettre une loi sur cet ensemble à 3 éléments. Ce que dit Agathe, c'est que il pourrait exister d'autres lois complètement arbitraires, là aussi, qu'on pourrait mettre sur cet ensemble à 3 éléments, de manière à ce que, muni d'une loi de composition interne, on dispose bel et bien d'un groupe. C'est ce que je vais écrire tout de suite. Ça ne prendra que quelques secondes. Accroche-toi ici, parce qu'on est sur le point de terminer la première partie de cette vidéo et de donner un sens plus précis à la problématique du tout début. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remédié d'une manière très pragmatique au problème qu'objectait Perceval tout à l'heure. On n'avait pas une loi de composition interne, parce qu'on faisait A1 plus A2 et on obtenait autre chose que A1, A2 ou A3. J'ai construit sur mesure une table de composition, de manière à ce que, par exemple, A1 fois A2 fasse A2, que A2 fois A3 fasse A1. On voit bien que dans le tableau, il n'y a que A1, A2 et A3, et donc on a bien une loi de composition interne. Et ce qu'on peut vérifier en surcroît, c'est que on a bien l'existence d'un neutre, l'existence d'un inverse pour tout élément du groupe, et que la loi de composition est associative. Et donc, on obtient bien que l'ensemble quotient peut être équipé d'une structure de groupe. Là, il y a des objections qui vont surgir, j'en suis sûr. Intervention d'Ambre. Je vous prie d'excuser l'expression d'une opinion sincère, mais tout cela n'a aucun sens. En fait, on est à deux doigts de comprendre le réel enjeu derrière cette affaire de groupe quotient. Parce que là, tu pourras me dire, mais j'ai oublié qui a A1, A2, A3, je me rappelle même plus les nombres qui les constituent. Et le problème est justement là, c'est que j'ai fourni ici une structure de groupe sur un ensemble à 3 éléments, mais de manière complètement indépendante. A2, c'était le singleton 2025, A1, un nombre avec peut-être 6 dedans ou 14. Mais tout cela n'a aucun rapport. Et donc, l'approche de Perceval, qui ne fonctionnait pas, était en fait la seule qui vaut la peine d'être considérée. C'est-à-dire qu'on a déjà un ensemble ici qui est muni d'une loi de composition interne, et la manière qu'a eu Perceval de combiner naturellement les éléments A1 et A2, avec cette affaire de somme d'un élément de A1 et d'un élément de A2, c'est avec cette loi que j'aimerais que l'ensemble quotient soit un groupe. Parce que s'il s'agit seulement de mettre une structure de groupe sur un ensemble à 3 éléments, en fait, il n'y a qu'une seule manière de faire. Si je veux prononcer des gros mots, tous les groupes de cardinal 3 sont isomorphes à Z sur 3Z, un groupe cyclique avec un seul générateur, ou encore, si on ne connaît pas les groupes quotients, au groupe des racines troisièmes de l'unité. Donc, j'insiste, l'enjeu, ce n'est pas de mettre sur l'ensemble quotient une loi tarabiscotée de manière à obtenir une loi de composition interne qui soit la loi d'un groupe. L'enjeu, c'est de faire hériter naturellement l'ensemble quotient de la loi de composition interne dont on disposait sur l'ensemble d'origine, de manière à ce que ça soit une loi de composition interne et que ce soit la loi d'un groupe. Alors, maintenant qu'on a vu comment ne pas faire, je vais te proposer un exemple où cette fois ça fonctionne beaucoup plus naturellement. Avec cette histoire d'hériter de la loi, on va essayer d'expliciter très simplement ce dont il s'agit.
C'est un exemple qui t'évoquera peut-être celui de tout à l'heure, mais cette fois, c'est une bonne partition que j'ai choisie. J'ai considéré encore l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition, et j'ai considéré d'un côté les entiers pairs et de l'autre les entiers impairs. Ça me donne une partition de cet ensemble-là. Et la relation d'équivalence qui est associée, c'est-à-dire la relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont A1 et A2, c'est la relation avoir la même parité, finalement. C'est ça que ça veut dire, que x moins y appartient à 2z. Maintenant, je vais équiper A1 et A2 d'une structure de groupe. Mais on verra que contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas arbitraire et ça a vraiment du sens. Alors, à ta place, je protesterai ici parce que tu pourrais me dire, c'est encore une table de composition complètement arbitraire et ça n'a aucun rapport avec la partition d'origine. Mais si, en fait. Par exemple, si je veux faire la somme de 2z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers pairs, et que je veux l'additionner avec 2z, l'ensemble des entiers pairs, en entendant la somme comme n'importe quel élément que je peux faire comme la somme d'un entier pair et d'un autre entier pair, je peux démontrer par double inclusion que c'est bel et bien l'ensemble des entiers pairs. L'inclusion de gauche à droite est évidente, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, et de l'autre côté, si j'ai quelqu'un qui s'écrit comme 2p, je peux toujours l'écrire comme 2p plus 2 fois 0, et ça gagne, on a l'inclusion réciproque. Donc, quand j'écris que A1 plus A1 égale A1, je suis en réalité en train de faire ici une opération sur des ensembles, une opération qui se base, le plus qu'il y a là, il se base sur le plus qu'il y a sur l'ensemble d'origine. C'est ce que voulait faire Perceval tout à l'heure, mais le problème c'est que quand il avait composé A1 et A2, on tombait sur aucun des ensembles de A1, A2, A3. Ici, 2z plus 2z, ça fait 2z. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair, et n'importe quel nombre pair peut s'obtenir comme ça. De la même manière, quand je dis que A1 plus A2 égale A2, je ne dis qu'en réalité que un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair. Là encore, quand je parle de somme, je parle de la somme qu'il y a là. Et ça marche aussi bien avec 2 plus 5 que 2 plus 17, que 16 plus 23. De toute façon, quels que soient les représentants des classes d'équivalence A1 et A2, j'obtiendrai toujours par somme un nombre impair, c'est-à-dire un représentant de la classe d'équivalence A2. Donc, on obtient un groupe isomorphe à Z sur 2Z, mais ça, c'est anecdotique. L'important à comprendre, en opposition à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que cette fois, l'approche de Perceval, qui consistait à se servir de la loi d'origine pour créer une nouvelle loi, en se disant je vais prendre l'ensemble de tous les éléments qui s'écrivent comme la somme d'un élément de l'ensemble de gauche et d'un élément de l'ensemble de droite, cette fois, la loi est une loi de composition interne qui munit naturellement l'ensemble quotient d'une structure de groupe. Question d'Achille. Comment pouvait-on savoir que cette partition permettrait d'obtenir un tel résultat? Et la réponse à cette question, c'est la seule chose qui nous manque pour terminer cette vidéo dignement. Parce que là, en l'état, j'ai pris une partition arbitraire dans le premier exemple, une relation d'équivalence arbitraire. Je me suis dit, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas un groupe tel que j'aimerais en avoir, parce que on a mis une loi tarabiscotée, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. C'est la loi de Perceval, celle qui est héritée directement de l'ensemble qui compte. Donc le premier exemple ne fonctionnait pas. Là, j'ai pris une autre partition, les ensembles des nombres pairs et impairs. Et je me dis, tiens, ça marche. J'arrive à mettre une loi que je peux aussi appeler plus et qui a du sens d'un point de vue ensembliste. Tiens, j'ai un groupe quotient. Génial. Mais c'est quoi la vraie recette? Est-ce qu'il y a une recette universelle qui permet de décider quand j'ai ou pas naturellement un groupe quotient? C'est ce que je vais écrire maintenant. C'est le moment le plus délicat de cette vidéo d'un point de vue théorique, c'est peut-être la chose la plus indigeste, et si tu es resté à terre, je vais essayer de t'emmener avec moi sur orbite. Ce que je dis, d'une manière très simple, je vais vulgariser
d'une manière outrancière, c'est qu'on dispose d'une recette pour produire des relations d'équivalence qui permettent d'obtenir naturellement un groupe quotient. Il nous faut un sous-groupe normal, construire une relation d'équivalence sur mesure, et alors, on aura un groupe quotient avec la loi de Perceval de tout à l'heure. Pas avec une loi tarabiscotée, avec une loi qu'on pourrait qualifier de naturelle. C'est un théorème que je dis là tombé du ciel, je le démontrerai dans une prochaine vidéo. La seule chose que j'aimerais faire pour terminer celle-ci, c'est au-delà de te dire qu'on a une recette, de te dire que cette recette, c'est déjà celle que j'ai appliquée tout à l'heure pour l'histoire des nombres pairs et impairs, et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est l'appliquer à nouveau dans un autre exemple, dans l'exemple de la vidéo précédente sur les ensembles quotients. Je vais me faire un peu de place et je vais te montrer comment cette recette peut s'illustrer, en fait comment je l'ai déjà illustrée 2 fois par le passé. Voilà pour le premier exemple. Je dis que si on considère l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition, et qu'on considère son sous-ensemble des entiers pairs, on tient là un sous-groupe distingué ou normal de Z, dans le sens où Z est commutatif, donc tout sous-groupe est forcément un sous-groupe normal, et que si on se consacre à la relation d'équivalence ici, alors c'est pas la loi fois, c'est la loi d'addition ici, ça veut dire que Y moins X est pair. Eh bien c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc les classes d'équivalence sont l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres impairs, et en suivant la notation qui est suggérée ici, c'est un groupe quotient que je note naturellement Z sur 2Z. Cet ensemble quotient-là, il hérite naturellement de l'addition des entiers relatifs pour former un groupe quotient. Je vais le faire à présent non pas avec 2Z, mais avec 7Z pour retrouver l'exemple de la vidéo sur les ensembles quotients. Donc, pour G, à nouveau l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition. Et pour H, le groupe 7Z, on a à nouveau un sous-groupe normal H de G, et la relation d'équivalence qu'il y a ici, elle devient 2 entiers sont en relation si et seulement si leur différence est un multiple de 7. Autrement dit, avec le bon choix de G et de H dans ce théorème tombé du ciel, on retombe sur l'ensemble quotient que j'avais fourni dans la vidéo précédente. Je vais réécrire ces classes d'équivalence et je vais essayer d'insister sur cette loi-là, le fait d'hériter d'une loi qui permette de fournir naturellement une structure de groupe. Je vais essayer de mettre en scène cette chose-là. Ce que j'ai représenté là, ce sont les 7 éléments du groupe quotient G sur H. Il y a la classe d'équivalence de 0, tous les nombres qui sont séparés de 0 d'un multiple de 7, la classe d'équivalence du 1, tous les entiers relatifs qui sont séparés de 1 d'un multiple de 7, la classe d'équivalence du 2, du 3, etc. jusqu'à 6. Maintenant, cette affaire de loi héritée de Z, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Si je prends, par exemple, le 1 qu'il y a ici, et que je l'additionne avec le 2 qu'il y a là, on voit que de cet élément-là et de cet élément-là, on obtient celui-ci, le 3. Donc on peut se dire que si je prends un élément de la tranche verte et que je l'additionne avec un élément de la tranche jaune, j'obtiens un élément de la tranche violette. Mais là tu peux me dire, attends, si j'avais pris par exemple le 8 qu'il y a ici et le moins 5 qu'il y a là, peut-être que j'aurais obtenu moins 1. Justement, non. C'est pour ça que ça marche. C'est que si je prends le 8 qu'il y a là et le moins 5 qu'il y a là, j'obtiens le 3, et donc on se retrouve encore dans la tranche violette. Si je prends le moins 6 et que je prends le 9 et que je les additionne, j'obtiens encore un élément de la tranche violette. Ça fonctionne à chaque fois, exactement comme on disait tout à l'heure, que la somme d'un entier pair et d'un entier impair est toujours un entier impair. Ce que je dis quand je fais ce genre d'opération, en réalité, c'est que si je fais 1 plus 7z, la classe d'équivalence de 1, et que je l'additionne au sens de Perceval avec 2 plus 7z, la classe d'équivalence de 2, j'obtiens, en bout de chaîne, 3 plus 7z, c'est-à-dire la classe d'équivalence de 3. Cette égalité ensembliste que j'achève d'écrire ici, c'est celle qui va traduire toutes ces combinaisons possibles d'un élément vert et d'un élément jaune, et qui va m'expliquer que je ne peux obtenir
qu'un élément de la classe violette, essentiellement. Voilà cette affaire d'héritage de la loi. Ça fonctionne toujours. D'ailleurs, tu pourrais même me faire remarquer que ça fonctionnerait aussi avec la multiplication. Si je fais 2 fois 3, je vais atterrir dans la dernière colonne, ici, j'obtiens 6. Mais si je fais 2 fois moins 4, j'obtiendrai moins 8. Moins 8 qui se situerait juste ici, au-dessus du moins 1. Si je fais 2 fois 10, j'obtiens 20. Donc on voit par exemple aussi que de la même manière que plus est compatible avec ses tranches, la loi de multiplication est aussi compatible avec ses tranches. Autrement dit, je peux combiner directement les tranches entre elles en faisant en sorte que ça ait naturellement du sens. Et là, on va plus se contenter d'une structure de groupe quotient, on parlerait en fait d'une structure d'anneau quotient. Il n'y aurait pas que ça à faire, mais on aurait là l'essence de cette affaire d'anneau quotient. On a compris l'enjeu principal. En guise d'ouverture, il y a maintenant 2 éléments que j'aimerais porter à ton attention. Le premier, c'est que mon approche est assez rocambolesque, dans le sens où je t'ai proposé de faire tomber du ciel des partitions et de me demander si par hasard je n'aurais pas sous mes yeux un groupe quotient. C'est absurde dans un sens. Mais je ne fais que répondre à l'absurdité du théorème tombé du ciel, qui me dit tiens, prends un sous-groupe normal et puis fais une relation d'équivalence comme ça précisément et tu auras un groupe quotient. Je me dis mais ça aussi c'est tout à fait arbitraire. Donc pourquoi ne pas moi-même essayer de faire des choses complètement arbitraires pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc je pense que c'est assez intéressant de ne pas se contenter seulement des choses qui fonctionnent et de comprendre là où ça bute. Et en reprenant le premier exemple, on se disait tiens, on ne peut pas raisonner directement sur les tranches, comme je viens d'expliquer. Pour cette affaire, du coup, d'exemple arbitraire, je pense que j'ai réglé le problème, j'ai montré là où ça ne fonctionnait pas, et pour ce théorème qui lui aussi est tombé du ciel, eh bien, je me consacrerai à sa démonstration dans une prochaine vidéo. Et la deuxième chose que je voulais porter à ton attention, c'est cette affaire de sous-groupe normal, parce que là aussi ça peut paraître arbitraire. Et je voulais te faire remarquer que ces sous-groupes normaux, on les obtient naturellement comme les noyaux de morphisme de groupe. Et on a envie de considérer un groupe quotient. Alors, ça peut paraître très théorique, mais je vais essayer de rendre ça concret en considérant l'application phi, qui va de l'ensemble des entiers relatifs dans l'ensemble des racines quatrièmes de l'unité, et qui a un entier relatif n associe i puissance n. Si je fais ça, je vais d'un groupe additif dans un groupe multiplicatif, et disons en partant de 0, j'obtiendrai à droite l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est i, l'image de 2 c'est moins 1, etc. Donc on tourne en rond. Alors il me reste plus beaucoup de place, mais je vais faire comme mon professeur de master en M1, on va combler les trous. Je me dis que j'obtiens 1, i, moins 1, moins i, et après pour n égale 4, j'obtiens à nouveau 1, puis pour n égale 5, à nouveau i, etc. Et je tourne en rond. Et dans un sens, je pourrais me dire, bon, j'ai un bien joli morphisme de groupe ici, surjectif d'ailleurs, mais il y a un clair défaut d'injectivité puisqu'on repasse une infinité de fois sur les mêmes points de U4. Et ce que j'ai envie de considérer, naturellement, c'est le noyau de ce morphisme de groupe, donc je considère le noyau de phi. Ce noyau est un sous-groupe normal du groupe d'origine, et je peux avoir envie de considérer non pas l'application qui va de Z dans U4, mais l'application qui va du groupe quotient Z sur le noyau de phi dans U4. Et d'après ce qu'on a vu que le noyau de phi est un sous-groupe normal de Z, eh bien le quotient, l'ensemble quotient, est un groupe quotient. Et ce qu'on pourrait même montrer, c'est que ça remédie complètement au défaut d'injectivité de phi. C'est-à-dire que tout le défaut d'injectivité qui est lié au fait que le noyau n'est pas un singleton, on a une application ici qui n'est pas injective, on pourrait le régler en considérant une application non pas de Z dans U4, mais de Z sur le noyau de phi dans U4. On aurait là à nouveau la surjectivité, mais on aurait en plus l'injectivité, et on aurait donc un isomorphisme de groupe. On aurait un isomorphisme de Z sur 4Z, le noyau étant 4Z, l'ensemble des multiples de 4, entre cet ensemble quotient et U4. Je pense que c'en est tout pour les groupes quotients, et n'hésite pas toujours à me poser des questions dans les commentaires en mettant les repères temporels si tu veux une réponse. Si tu as apprécié mes explications, je t'invite à faire un tour sur mon site internet et à découvrir toutes les formations que je fais apparaître un peu plus haut. Si tu souhaites progresser dans la résolution d'exercices, si tu souhaites apprendre à travailler un cours de mathématiques intelligemment, si tu souhaites apprendre à raisonner et à rédiger convenablement, ou encore si tu souhaites progresser en calcul,
j'ai réalisé toutes ces formations fondamentales qui, j'en suis sûr, te permettront de progresser énormément. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.